ça c'est, voilà, Christian Magnan, astrophysicien, comme Christophe Plot a tout dit, j'ai plus rien à dire. Je dis ça simplement là que c'est un livre que j'ai écrit, donc le dernier, le théorème du jardin. Alors je ne veux pas me faire de la pub, c'est pas pour ça, mais quand même je signale ce livre pour au moins deux raisons. D'abord, c'est un petit peu si vous voulez approfondir ce que je vais raconter aujourd'hui, tout est dans le livre. En plus, j'ai un site sur lequel on peut me contacter et poser des questions. Et la deuxième bonne raison, c'est que vous le trouverez, ce que je vais dire, ce qui est dans le livre, vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Donc vous me croyez pas, mais ça n'existe nulle part ailleurs. Voilà. Bon, c'est un fait, c'est comme ça. Vous entendrez des choses que vous n'avez pas entendues. Maintenant, vous les croyez pas, c'est une autre question. Voilà. On continue. Donc je commence, ça va rebondir sur ce que disait Bruno. Un coucher de soleil. Un coucher de soleil, la question qu'on peut se poser, c'est qu'on sait que maintenant, c'est pas le soleil qui se couche. J'ai un fils qui s'amuse à me dire toujours, mais tu sais bien, papa, que c'est pas le soleil qui se couche. Enfin, bon, on ne dit pas ça. Et j'ai même des collègues d'ailleurs qui soutiennent qu'aux enfants, il faut leur apprendre que c'est pas le soleil qui se couche. Bon, je ne suis pas du tout de cet avis, évidemment. Si déjà tous les enfants, ça fait que effectivement, tous les astres se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, je dis bien tous, hein, la Lune, les étoiles, etc. Bon, si tous les enfants savaient ça, déjà, ce serait pas mal. Et ce que je veux dire, c'est que la question est la suivante. Comment ça se fait qu'on ait mis tant de temps, à savoir des siècles, pour savoir que c'est la Terre qui tournait sur elle-même? Voilà. Alors, voilà, ça rejoint exactement ce que disait Bruno, parce que la réponse, c'est que savez-vous qu'il n'existe aucun moyen simple, expérimental, simple à mettre en œuvre, qui montre que la Terre tourne sur elle-même. C'est aussi simple que ça. Donc vous ne pouvez pas le prouver, si vous voulez, expérimentalement. Ça veut dire que, effectivement, pendant des siècles, tout le monde a pu voir que les astres suivaient tel cours, mais il n'y a pas d'expérience. Alors, certaines mauvais esprits vont me dire « Ouais, le pendule de Foucault, enfin voilà ». Alors bon, le pendule de Foucault, d'abord, c'est pas simple à mettre en œuvre, et puis aller expliquer pourquoi le pendule de Foucault, alors que la Terre tourne en 24 heures, le pendule de Foucault tourne en, je sais pas combien, 36 heures à Paris, quelque chose comme ça. Moi, je ne sais pas vous l'expliquer facilement. Bon, voilà. Donc, c'est pas une expérience simple, et puis elle ne prouve pas, finalement, pourquoi le pendule de Foucault reste-t-il fixe par rapport aux étoiles. Enfin, voilà. Ce n'est pas une expérience qui montre que la Terre tourne sur elle-même. Alors, et que la Terre tourne autour du Soleil, c'est pareil, il n'y a pas d'expérience simple qui le prouve. Bon, c'est pour ça que finalement, à l'époque de Galilée a eu tellement d'ennuis. Parce que l'Église, évidemment, lui disait prouvez-le que la Terre tourne. Enfin, si elle tournait, d'abord on le sentirait. Sachez qu'en ce moment, on est en train de tourner là, le plancher à peu près 300 mètres par seconde. On est en train de tourner, on ne le sent pas. Et la Terre autour du Soleil, c'est encore pire. Vous pouvez faire le calcul vous-même, hein, connaissant la distance de la Terre au Soleil. Vous trouvez que la Terre, elle tourne à raison de 30 km par seconde. On est en train de tourner autour du Soleil à raison de 30 km par seconde. Et ça, on ne le sent pas. Alors, on ne le sent pas, justement. Ça, c'est un principe, c'est l'illustration parfaite d'un principe qui s'appelle le principe de relativité. Qui a quand même servi en physique, jusqu'à la relativité restreinte jusqu'à la relativité générale, et sur lequel Galilée, justement, il était en plein là-dedans, a beaucoup réfléchi, puisque ça ne l'arrangeait pas, justement. C'est le fait que quand vous êtes dans un mobile, vous ne pouvez pas mettre, par des expériences internes, vous ne pouvez pas mettre votre mouvement en évidence. Vous ne pouvez mettre en évidence que des accélérations, mais votre mouvement lui-même, vous ne pouvez pas le mettre en évidence, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, ce n'est pas un mouvement absolu. Donc voilà. Donc la question, pourquoi on a mis tant de temps, là j'y réponds, et ça c'est l'un des enseignements, si vous voulez, de cet exposé, c'est que c'est
il n'y a que la science qui puisse répondre à cette question-là. Et ça me paraît hyper important, parce qu'on était, si vous voulez, à savoir ce que la science nous apprend, et que la science a des choses à apprendre à la société, à nous apprendre tous les humains. Eh bien, il n'y a que la science qui peut découvrir la réalité des choses. Et le philosophe Bertrand Russell le disait très bien, il disait que ce que la science ne connaît pas, l'humanité ne le connaît pas. Bon, alors il s'agit effectivement du monde des choses, mais c'est excessivement important. Alors, pour rejoindre ce que disait Bruno, qu'est-ce que c'est que la science maintenant? Eh bien, la science, telle qu'elle est née, telle qu'elle a fonctionné, ça a été à chaque fois la rencontre d'observations et d'une théorie. Voilà. Donc ça veut dire que des observations seules, ça ne marche pas, mais une théorie seule, je vais le dire abondamment aujourd'hui, ça ne marche pas non plus. Je donnerai tout de suite un exemple. Vous avez peut-être entendu parler des multivers, d'univers parallèles, qui existeraient, avec beaucoup de guillemets, qui existeraient ailleurs, je ne sais pas où. Et les chercheurs avouent que de toute façon, ces multivers, ces univers parallèles, on ne peut pas les observer. Donc il n'y a aucune observation possible. Donc ils sont en train de théoriser quelque chose, alors que par définition même de leur objet, on ne peut pas les observer. Voilà. Donc la science, telle qu'elle a fonctionné encore une fois, et qui est née, donc celle dont je parle, c'est celle qui est née, la science modèle. Bon, elle est née en astronomie, effectivement, avec la révolution copernicienne. Et elle est née, à l'époque de la révolution copernicienne, de ce que j'appelle la rencontre entre l'ellipse de Kepler. Alors là, on retombe quand même sur les observations de Tycho Brahe. Donc là, ça a servi à quelque chose, mais il fallait en plus les interpréter. Et ça a conduit justement Kepler à énoncer les lois en étudiant justement les observations de la planète Mars. Donc, ce qui n'est pas coton d'ailleurs quand on y réfléchit. Quand j'y réfléchis, je serais complètement incapable, et beaucoup d'entre vous seraient incapables de faire ce travail. Quel travail? Deux points. Tycho Brahe avait fait des observations à partir de la Terre. Et l'une des astuces, en quelque sorte, de Kepler, qui ont commencé quand même à croire au système de Copernic, c'est d'avoir ramené les observations au Soleil. C'est-à-dire qu'il s'est posé la question, à partir des observations que moi je fais de la Terre, quelle est la trajectoire de Mars autour du Soleil? Bon, il savait faire ça, il l'a fait, et il a trouvé que c'était une ellipse. D'ailleurs, c'est pas ça qu'il attendait. Il aurait bien aimé que ce soit un cercle, puisque l'Église et tout le monde disaient que le monde était parfait. Donc ça, c'est un modèle, aussi une modélisation. Le monde était parfait, et donc il ne pouvait y avoir que des cercles. Le cercle étant évidemment l'image parfaite, puisque il se ressemble. Enfin, vous pouvez le remettre semblable, le refaire semblable à lui-même par n'importe quelle, par une rotation, etc. Enfin bon, et vous avez tous les points qui sont quand même à la même distance d'un centre. Donc figure parfaite. Or, je dis donc, j'illustre ce que je disais, rencontre de la théorie et de l'observation, parce que donc un jour de l'année 1684, je crois, donc Halley, le fameux astronome de Sa Majesté qui a donné le nom à la comète de Halley, est allé voir Isaac Newton et il lui a posé la question: est-ce que vous sauriez quelle est la trajectoire que décrirait une planète tournant autour du Soleil si cette planète était attirée par le Soleil avec une loi en 1 sur R2? Alors qu'est-ce que c'est qu'une loi en 1 sur R2? Ben, c'est la loi de la gravitation universelle que venait de découvrir Newton, justement, qui dit que si un corps est éloigné, disons une planète est éloignée du Soleil d'un facteur 2, la force sera diminuée d'un facteur 2 fois 2, c'est-à-dire 4. Si elle est 3 fois plus loin, la force de la gravitation sera 3 fois 3, 9 fois plus faible. C'est une loi en 1 sur R2. Et magie, justement, la science, bon, moi je dis souvent, j'emploie cette image, si vous voulez, que Pascal parle, je dis, la science est née à cette époque-là, enfin la science moderne, elle est née de la réponse de Newton qui lui a dit: oui, je sais faire ça, ce corps décrirait une ellipse. Et cette ellipse, lui, il l'avait trouvée par des moyens complètement mathématiques. On appellerait ça maintenant des équations différentielles et intégrales. Donc, il savait faire ça. Il prenait un corps, donc modélisation tout à fait théorique, un corps attiré par le Soleil, donc 2 points, une loi en 1 sur R2.
On écrit les équations de la mécanique, qu'il avait justement lui aussi inventé. F égale m gamma, de mon temps maintenant, je crois que c'est F égale m a. Non, de mon temps, c'était F égale m gamma. Bon, mais enfin, gamma, évidemment, c'est pas possible. Bref. Donc, vous appliquez ça et il trouve une ellipse. Et cette ellipse, c'est l'ellipse que justement avait trouvé Kepler, qui évidemment ne connaissait pas la loi de Newton, puisqu'il faisait ses observations avant. Donc, ils ne se connaissaient ni l'un ni l'autre et ils ont trouvé tous les deux une ellipse. Voilà. Donc, le second miracle, c'est ça que je veux essayer de faire passer, ce miracle, si vous voulez, de la rencontre entre théorie et observation. Bon, expérience, on pourrait dire, enfin, sauf que j'ai du mal à prononcer le terme d'expérience, évidemment, en ce qui concerne l'astronomie, parce que vous ne pouvez pas faire des expériences sur les étoiles, vous ne pouvez pas changer leur masse, etc. Mais en revanche, vous pouvez les observer. Et là, les instruments d'observation sont fondamentaux. S'il n'y avait pas eu les observations de Tycho Brahe, Kepler n'aurait pas trouvé la trajectoire de Mars, etc. C'est la découverte de l'expansion de l'univers, justement. Puis, exactement comme pour la rencontre de l'ellipse de Newton et de Kepler, c'est la rencontre entre la théorie d'Einstein, donc, qui développe la théorie de la relativité dans les années 1915, on va dire, la relativité générale, et dans laquelle il trouve, à son grand dam d'ailleurs, il ne s'y attendait pas lui non plus, que son univers modèle il est en expansion. Et puis la rencontre avec les observations de Hubble, qui étudie à ce moment-là la distance et la vitesse des galaxies, qui s'aperçoit que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Alors j'en reviens, puisqu'on va parler de l'univers aujourd'hui, la découverte de la composition de l'univers, elle date de quand? Je vous le dis très exactement, du New York Times du 23 novembre 1924. C'est exactement ça, c'est la date à laquelle l'humanité, justement puisqu'on parlait de l'humanité qui apprend des choses de la science, où l'humanité a appris de quoi l'univers était constitué. À savoir que cette nébuleuse d'Andromède, que les astronomes amateurs connaissent, apprécient bien et qu'on peut voir à l'œil nu si on sait où elle est. Donc dans votre belle campagne où il n'y a pas trop de lumière parasite, on voit la nébuleuse d'Andromède. Et cette nébuleuse d'Andromède, on ne savait pas si elle appartenait à notre propre galaxie ou si elle était à l'extérieur de notre galaxie. Verdict en 1924, la nébuleuse d'Andromède est extérieure à la Voie lactée, c'est une galaxie parmi d'autres. Et du coup, les distances se comptent maintenant en millions d'années de lumière. Alors, puisque je prononce le mot d'année de lumière, il ne faut pas que ça vous étonne. Une année de lumière, c'est la distance parcourue par la lumière pendant un an. Et il ne faut pas vous étonner de compter des distances en temps. Hein, quand je suis venu de Montpellier, là, quelle est la distance de Montpellier à Nantes? C'est 1h30 d'avion. Voilà. Donc, mais c'était 7 heures de train, je vous signale. Bon. Donc, en fait, vous comptez les distances comme ça, quand il faut dire le véhicule, mais dans la vie courante, vous dites, moi, je prends mon vélo, je vais au village à côté, j'en ai pour une demi-heure, et voilà. Donc, il ne faut pas vous étonner, on compte les distances, et on en parlera tout à l'heure, en temps que la lumière met pour parcourir telle distance. Et à cette époque-là, voilà, c'est la première fois on connaissait la taille de la galaxie. On a mesuré, avec peine d'ailleurs, on ne connaît pas très bien, puisque je le dis, je continue, on ne connaît pas très bien d'ailleurs la distance de la galaxie. Ça, c'est hyper important, je vais le répéter tout à l'heure. Je le dis tout de suite, l'astrophysique est une science d'ordre de grandeur. On ne connaît pas, à mieux que, disons, 20% près, la distance de la galaxie d'Andromède. Alors ça vous ne le lirez pas, justement, donc je vous le dis. Vous pouvez essayer de le vérifier sur Wikipédia ou quoi. Distance de la galaxie d'Andromède, vous trouverez un chiffre. Mais bon, ça me rappelle une fois où un professeur des écoles m'avait contacté, il m'avait dit « Oh, j'essaye d'écrire un ouvrage d'astronomie sur la distance des étoiles, et bon, je prends une étoile, mais j'ai 10 chiffres différents. Qu'est-ce que c'est que ce BINS? Qu'est-ce que vous faites, vous, les astronomes ?» Donc en fait, il est très difficile de mesurer la distance des étoiles, et j'en dirai 3 mots tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, il faut s'y faire. Moi, j'en fais pas une maladie. Il faut savoir qu'effectivement, la distance de la galaxie d'Andromède
eh ben, on ne la connaît pas à mieux que 20%. Alors que dire évidemment des galaxies qui sont situées à des milliards d'années-lumière, là, bon, on ne sait pas quoi. On ne sait pas très bien, on ne sait pas exactement. Il faut faire avec. Mais il ne faut pas prétendre qu'on le sait. Donc du coup, ça interpelle, ça veut dire que, ça c'est l'image que vous avez reprise qui servait de fond à la publicité, mais cette image, elle m'interpelle beaucoup, et elle est en arrière-fond finalement de la conférence. C'est qu'en fait, voilà le monde, l'univers tel qu'il est, et on a appris qu'il l'était donc en 1924. Quand vous voyez une image comme ça, tous les petits points, ça représente des galaxies. Il faut voir, donc il y en a des milliers, enfin il y en a des milliards dans l'univers. Et j'allais dire, il faut voir. Il faut essayer d'imaginer, mais justement on ne peut pas. Il faudrait essayer d'imaginer que chaque galaxie, donc chaque point que vous voyez, en fait c'est 100 milliards d'étoiles à peu près là-dedans déjà. Donc c'est quelque chose. Alors, le mot que je prononce maintenant, moi, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais dit essayer d'imaginer que, en fait, c'est inconcevable. Et ça, il faut le savoir. Et ça, c'est un message que la science passe à la société. Notre univers est complètement inconcevable. Il est inconcevable, si vous voulez, que notre univers soit... Je ne peux pas le concevoir, ça dépasse trop, si vous voulez, l'esprit humain. Je peux vous donner des chiffres, ça, d'accord, je peux vous donner la taille de l'univers, en grammes, si vous voulez, la masse de l'univers, le nombre même de galaxies dans l'univers, et le nombre d'étoiles dans une galaxie, mais ça n'a plus aucun sens pour nous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, c'est vrai, parce que autant qu'on puisse le savoir. Mais ça, je ne le mets pas en doute, mais on ne peut pas le concevoir. Voilà. Alors, en plein dans le sujet, donc, enfin au moins dans le titre, disons, voilà, c'est que la modélisation de l'univers, elle s'est faite à ce moment-là, j'ai oublié la date, avec le modèle de Friedman. Le modèle de Friedman, c'est quand même le premier Friedman, donc un cosmologiste russe, qui a trouvé la solution exacte des équations d'Einstein pour l'univers le plus simple qu'on puisse imaginer, donc à savoir un univers homogène et isotrope. Et ce que je veux dire, c'est que ce modèle, donc oui, c'est marqué, ce modèle ne contient pas de galaxies. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'on est là au cœur, si vous voulez, de modèle et réalité. La réalité, c'est celle-là, La réalité, c'est celle-là. Et le modèle de Friedman, lui, c'est pas du tout ça. C'est un modèle qui est homogène, c'est-à-dire que tous les atomes sont dispersés. Le modèle de Friedman pour notre univers correspondrait à un univers homogène à raison d'1 atome par mètre cube. Donc imaginez-vous, donc c'est un univers qui est complètement vide, 1 atome par mètre cube à l'heure actuelle. Alors évidemment, au Big Bang, c'était plus ramassé. Mais même, ne parlons pas du Big Bang, à l'heure actuelle, si vous voulez, il y a des condensations de matière. Il y a des galaxies, justement. L'univers, maintenant, il est comme ça. Et il n'est pas à raison d'1 atome par mètre cube, croyez-moi. Voilà. Bon, alors ça, c'est important, parce que là, j'embraye immédiatement sur les conséquences de cet état de fait et il ne faut pas confondre la réalité et le modèle. Donc, il ne faut pas confondre le modèle de Friedman, qui n'a pas de galaxies, et et la réalité qui est faite de galaxies. Donc, ces deux choses-là, elles sont sûres à 200%, quoi. Eh bien, il se trouve que toutes les analyses sont faites à partir des observations des galaxies. Ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est ce qu'on observe, ce sont des galaxies. Et le modèle, lui, il ne connaît pas ça du tout. Donc, conclusion, si vous voulez, quand on dit que l'expansion de l'univers est accélérée, et qu'on donne un prix Nobel en 2011, justement, pour cette soi-disant découverte, ben, c'est une farce, je disais, c'est une arnaque indigne de la science. Alors 2011, cette découverte, d'ailleurs, elle me parle beaucoup parce que c'était exactement le moment où j'étais en train de corriger les épreuves de mon livre, donc le théorème du jardin, la première édition, donc 2011. Et puis j'entends à la radio, tiens, demain le prix Nobel va être attribué, le prix Nobel de physique. Bon, et puis je sais pas, j'ai vu comme ça, je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire comme bêtise, ou je sais pas, enfin ils vont peut-être récompenser la matière noire dont je vais parler après. Et ben paf, c'est tombé, j'entends, ouais, découverte de l'accélération et l'expansion de l'univers. Alors que ce truc-là traînait, on pourrait demander au moins que ça ait été vérifié, ben non.
le prix Nobel est tombé tout de suite. Et ça ne peut pas être vrai parce que mon argument il est extrêmement simple. On ne peut pas mesurer proprement, c'est exactement le terme qu'il faut employer. Je ne dis même pas exactement, on ne peut pas mesurer proprement la vitesse d'expansion de l'univers qui est celle du modèle de Friedman. Pourquoi? Puisque dans le modèle de Friedman, c'est un modèle sans galaxie. Dans le modèle de Friedman, cette vitesse a un sens parfaitement correct. Hein. Vous pouvez aller lire l'article sur Wikipédia sur le modèle de Friedman. C'est moi qui l'ai écrit, s'il n'a pas été trop triposté, voilà. Il vous expliquera qu'il y a une vitesse d'expansion de l'univers. Mais cette vitesse d'expansion, vous ne pouvez pas la mesurer à partir des galaxies, puisque les galaxies ne sont pas dans le modèle. Une autre façon de le dire, ça c'est quelque chose qu'on ne vous dira pas non plus, puisque je me suis enfadé avec un cosmologiste lors d'une émission, là, à la radio, c'est qu'on ne connaît pas les équations du mouvement d'une galaxie dans un univers en expansion. Tout simplement, on ne les connaît pas. Donc, quand vous voyez des mouvements de galaxies, eh bien, qu'est-ce qui complique les choses? C'est que vous ne connaissez pas les équations. Et à la vitesse d'expansion s'ajoutent, mais on ne sait pas du tout comment, des vitesses, ce qu'on appelle des vitesses particulières. Donc ceux qui sont forts, là, ils savent que tout le monde sait maintenant que la galaxie d'Andromède se rapproche de nous. Alors on ne sait pas si elle rentrera en collision, mais elle se rapproche de nous. Alors ça, c'est contraire à l'idée que je dis que toutes les galaxies s'éloignent de nous. En gros, toutes les galaxies s'éloignent de nous, mais par-dessus, il y a des vitesses particulières. Voilà. Puisque j'en suis dans l'expansion, là, je raconte mon histoire de Annie Hall, là, Annie Hall, de notre... le nom ne me revient plus du tout. Donc, dans Annie Hall, là, donc, il y a une maman avec son fils, là. Tu me rediras le nom, quand même, du réalisateur. Donc, il amène son fils chez le psychologue. C'est le psychologue, il dit « Oh, moi... il fait pas ses devoirs. » Enfin bon, alors, le fils, il lui répond « Moi, vous savez, il y a eu le Big Bang, donc l'univers a 15 milliards d'années, de toute façon, il s'effondrera, donc qu'est-ce que j'en ai à foutre? Bon, des devoirs. » Et elle lui répond « Mais non, attends, toi, c'est Woody Allen, tu habites Brooklyn, et Brooklyn n'est pas en expansion. Donc, tu fais tes devoirs. » Et ça, c'est la réponse à ce que je suis en train d'annoncer, c'est l'illustration. C'est-à-dire que l'univers est en expansion, mais Brooklyn n'est pas en expansion, donc le gamin, il doit faire ses devoirs. Notre Terre n'est pas en expansion, notre galaxie n'est pas en expansion, les amas de galaxies, on ne sait pas trop, ils ne sont pas en expansion, on va dire, mais on ne sait pas où ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on ne sait pas modéliser, effectivement, dans un univers globalement en expansion, je ne le remets pas en question, ce qui était en expansion et ce qui n'est pas en expansion. C'est une autre façon, si vous voulez, de dire la difficulté. Alors, c'est une vraie arnaque, cette histoire, parce que à cause de l'accélération de l'univers, de l'expansion de l'univers, je dis bien accélération, hein, l'expansion de l'univers, elle existe, c'est l'accélération qui n'existe pas, eh bien, on a inventé ce concept d'énergie sombre, d'énergie noire, si vous voulez, et c'est une véritable arnaque, parce que les cosmologistes vous apprennent, parce que là, eux, ils en sont complètement certains, que notre univers est composé, la matière ordinaire ne représente que 5%. C'est-à-dire, ce dont je vous parle, les galaxies et tout ça, ce qu'on vit ici, c'est que 5% de l'univers. Donc il y a 95% de l'univers, selon leur dire, que l'on ne connaît pas. Voilà. Bon, et ça, c'est une idée complètement inacceptable, puisqu'elle ne tient pas debout. Alors le problème, c'est que tous les cosmologistes vous assènent ça, qu'on ne peut pas discuter ça, et qui sont dans la logique Shadok. Donc ça, moi j'aime bien, ça résume parfaitement la situation. C'est-à-dire qu'ils continuent à faire de la matière noire, mais ils continuent à pomper, si vous voulez, parce que Maxime Shadok, il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien, que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. Voilà. Donc là, voilà, c'est l'une des dérives, si vous voulez, actuelles, on va dire, du modèle, qui est criante. Un modèle homogène à un atome par mètre cube et le modèle composé de galaxies. Alors, un autre exemple, là, parce qu'on est au cœur de l'astrophysique, que j'aime bien, parce que là, c'est typiquement mon domaine, on va dire. J'ai travaillé sur les étoiles, justement. Et sans m'en vanter, je m'en réjouis, parce que je sais ce que c'est, en gros, l'univers et l'univers des étoiles. Et bien, un modèle d'étoile, là, j'ai fait un schéma. Un modèle d'étoile, il faut savoir que les modèles d'étoiles qu'on fait à l'heure actuelle, et pour longtemps encore, je pense, parce que ce serait compliqué d'en faire beaucoup plus, c'est un rayon, une masse et une température. Point.
et c'est un truc qui est en équilibre en plus, hydrostatique. Alors, on peut faire tout de suite, voilà, la réalité maintenant. La réalité, j'ai pris le Soleil. Mais toutes les étoiles sont comme ça. Toutes les étoiles ont des couches extérieures qui sont absolument tourmentées, qui sont tous sauf homogènes, et c'est tout sauf une surface lisse. Donc, dans le cas du Soleil, à la rigueur, on peut définir ce que c'est qu'un rayon. Mais définir le rayon d'une étoile pour une étoile quelconque, c'est impossible. J'aime bien aussi cette autre image du Soleil. Donc voilà. Donc ça, c'est pas un beau cercle, c'est pas un rayon. Ça, c'est le Soleil. C'est une image fantastique. Quand vous pensez que c'est l'image du Soleil, la vue avec une résolution phénoménale. Donc, autre exemple que j'aime bien, c'est la couronne solaire. La couronne solaire, elle n'est pas dans le modèle. Donc il n'y a aucun modèle d'étoile, justement, qui comporte des couches extérieures. La couronne solaire, c'est cette couche que vous voyez justement dans les éclipses totales, qui est l'événement... Là, je pensais l'événement, les petites bêtes, c'est formidable, mais ça c'est pas mal aussi, quoi. Les éclipses totales de soleil, c'est pas mal aussi. Et vous voyez là un gaz qui s'appelle la couronne, qui est à une température qui atteint les millions de degrés. Voilà. Et ça, ce n'est pas prévu par les modèles, puisque votre modèle, il est fermé par une simple surface lisse et bien définie. Alors vous allez me dire, tant pis, hein, ça a des conséquences quand même sérieuses. J'en prends une sur la mesure justement de distance des étoiles pour reprendre le sujet que j'évoquais. Comment est-ce qu'on mesure la distance d'une étoile ? Si vous voyez une lueur sur une colline, enfin il n'y a pas beaucoup de collines ici dans ce pays, j'avoue, mais bon, quand vous voyez une lueur sur une colline, est-ce que vous pouvez trouver la distance de cette colline, de cette lueur? La réponse est oui, à condition que vous connaissiez la nature de cet objet. Si vous savez si c'est une bougie ou si c'est une lampe de 15 watts, de 100 watts, les phares d'une bagnole, voilà. Si vous savez quel est l'objet, oui, il suffit de le passer, on va dire, 1 km, et après vous appliquez une loi, qui est encore une loi, comme par hasard, une loi en 1 sur R2, c'est-à-dire que si votre objet est 2 fois plus loin, il sera vu 2 fois 2, 4 fois plus faible. Sa luminosité sera 4 fois plus faible. Donc pour les étoiles, c'est pareil, on peut déterminer les étoiles à condition de connaître leur magnitude absolue. Seulement, ce qu'on appelle leur magnitude absolue, c'est-à-dire leur éclat intrinsèque, le nombre de watts qu'elle débite, quoi. Ça, c'est possible, mais ça, c'est pareil. On passe par l'intermédiaire d'un modèle, on ne peut pas le déterminer directement. L'une des grandes découvertes, c'était justement la distance de la nébuleuse d'Andromède. Là, j'en parle pas aujourd'hui en détail, mais c'est une femme, Henrietta Leavitt, qui a trouvé ce qu'on appelle la relation entre la période et la luminosité des étoiles variables, et qui a pu déterminer justement cette luminosité des étoiles recherchée et indispensable. Donc, la détermination de cette luminosité, elle est entachée d'une forte incertitude à cause justement du modèle qu'on emploie. C'est-à-dire que manifestement, vous ne pouvez pas avoir une bonne luminosité d'une étoile vraie. D'une étoile vraie. Alors vous allez avoir une approximation et les gens ils vont parler du modèle, mais il faut savoir que les astronomes, quand vous assistez à des séminaires, ils vous parlent de l'évolution d'une étoile. En fait, ils vous parlent de l'évolution du modèle. Donc quand ils vont vous parler de la luminosité d'une étoile, c'est la luminosité qu'ils vous calculent. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est affreux, mais justement, le laboratoire dont je faisais partie à Montpellier, ils avaient essayé de construire une base de données où on pouvait prendre en ligne, enfin charger en ligne des modèles d'étoiles. Donc ça, c'est affreux, parce que les gens n'avaient absolument pas à réfléchir. Ils donnaient la température de l'étoile, tchoc. La température, d'ailleurs, encore un concept qui n'a pas de sens. Et puis, ils recevaient en ligne tout le modèle d'étoile. Bon, mais ça, voilà, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que c'était un modèle, de toute façon, qui était trop loin de la réalité. Alors là, je commence un petit peu à canonner un peu l'astrophysique actuelle, il faut le dire. Vous avez peut-être entendu parler du satellite Gaia qui a été lancé en 2013 et dont la mission est de calculer justement, de mesurer toutes les distances des étoiles dans notre galaxie, à faire une cartographie de la galaxie. Eh bien, je dis que pour cette raison, si vous voulez, c'est une mission qui ne pourra pas remplir son rôle. On ne pourra pas avoir les distances parce que chaque étoile, pour le dire d'une autre façon, chaque étoile est particulière, donc on ne peut pas connaître sa luminosité absolue.
Et ne connaissant pas le nombre de watts qu'elle débite, eh ben, vous pouvez l'observer. Vous pouvez observer la luminosité qu'elle a réellement, mais vous ne pouvez pas en déduire la distance. Voilà. Donc on est en train de nous raconter des blagues. Alors ce que je veux dire maintenant, parce que ça c'est un argument qui peut quand même en frapper certains, moi ça me frappe, évidemment c'est un argument, vous allez me dire, en dessous de la ceinture presque, enfin voilà, c'est quand même des projets qui se comptent en milliards d'euros. En milliards d'euros. Donc Gaïa, c'est un projet en milliards d'euros. Je donne d'autres exemples. On construit toujours plus grand. Bon, c'est bien mignon. Le projet VLT, vous avez dû en entendre parler au Chili. Ben, des miroirs, voilà. C'est toujours 1 million. ELT, Extremely Large Telescope. Plus c'est gros, mieux c'est, en principe. Projet ALMA. Et je vous signale en particulier ce projet de JWST, là je ne me souviens plus du sigle, qui doit remplacer le télescope Hubble qui est dans l'espace. Donc celui-là, il coûte encore plus cher. C'est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Alors vous allez me dire que, enfin 10 milliards de dollars, je l'entends quelquefois à la radio. Maintenant je me dis, attends, 10 milliards de dollars, punaise. Et je vous présente justement la diapositive suivante. Il est supposé, enfin il n'est pas supposé, il est destiné à remplacer le télescope Hubble dont vous avez entendu parler, qui est dans l'espace. Alors le télescope Hubble, le résultat du télescope Hubble, en tout et pour tout, c'est de fabuleuses images. Voilà. Mais il n'y a eu aucune découverte de fait à l'aide du télescope Hubble. Bon, alors si on vous raconte qu'il y a des découvertes, bon... Un jour, j'écoutais une interview justement d'André Braic, à qui, bon, la dame qui l'interviewait lui dit « Mais quelle découverte a fait le télescope Hubble ?» Alors, il a noyé le poisson dans l'eau en disant ben, « Voilà comment on fait des découvertes en astrophysique. » Alors, bon, évidemment, ça, on en a fait. Je ne dis pas, mais Hubble lui-même n'en a pas fait, sauf fournir de belles images. Donc, j'en viens à cette... dernière, enfin pas la dernière diapositive, enfin c'est un peu cette fin de l'histoire des ratés de la modélisation et des découvertes. C'est que en 1965, effectivement, il y a eu la découverte par hasard d'ailleurs de ce qu'on appelle le fond cosmologique diffus par Penzias et Wilson, qui avaient une antenne de radioastronomie là, et qui ont découvert par hasard qu'il y avait un bruit de fond qu'ils n'arrivaient pas à éliminer. Et donc les astronomes qui étaient sur le coup ont tout de suite compris qu'en fait, ils venaient de découvrir, donc expérimentalement, ce fond du ciel qui est, disons, rapidement le reste de la lueur du Big Bang, pour dire les choses très rapidement. On peut y revenir si vous voulez. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas du... Donc ça, c'était un vrai prix Nobel, on va dire un bon prix Nobel. Il n'y a eu aucune découverte majeure, disons, dans la physique fondamentale, depuis 50 ans. Donc voilà. Donc on nous balance des tas de projets, et ça, bon, vous pouvez dire que voilà, c'est inadmissible. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Donc je terminerai, puisque je suis un peu dans les impostures, une qui me tient à cœur, dans les choses qui sont inacceptables, enfin les impostures, on va appeler ça, qui est l'infini, et on en a déjà vaguement parlé, enfin Christophe aussi l'a évoqué, qui est la précision illusoire des valeurs numériques. Donc l'infini, ça me tient à cœur aussi, parce que l'infini n'a pas de signification physique. Pourquoi ça n'a pas de signification physique? Je vais le redire. Mais ça remonte dans les années 68, là, pendant la révolution de 68. J'avais une discussion avec le grand patron de notre laboratoire. Je lui dis, enfin, tu manipules l'infini, mais tu sais quand même, l'infini, quelque part, c'est Dieu. Donc il me répond, mais tu sais, quand on est cosmologiste, on se prend parfois pour Dieu. Parce que c'est vrai que quand on est au Big Bang, là je vais le redire à la fin, quand on a un petit peu quelque part, enfin on croit qu'on a les équations du Big Bang qui créent le monde, on se croit comme Dieu, on se prend pour Dieu. Alors j'en veux pas à Reeves, hein, spécialement. Mais enfin, bon, il n'a jamais, disons, condamné cette attitude, Reeves, et il manipule l'infini, et c'est pas lui qui va dire, bon, écoutez, l'infini, ça n'existe pas. Et alors, en préparant justement cet exposé, là, j'ai découvert une citation de Malebranche, qui me paraît, je vérifierai, je n'ai pas vérifié, mais enfin, elle me paraît juste, parce qu'elle est avec les mots qui sont employés, qui dit donc la preuve de l'existence de Dieu la plus belle, la plus relevée, la plus solide et la première, c'est l'idée que nous avons de l'infini.
Donc ce truc-là que je disais, que l'infini c'est Dieu quelque part, c'est... Bon voilà, Malebranche l'avait dit, mais je le redécouvre et je crois que c'est profondément vrai. Donc je me disais, après coup, si vous me dites que l'infini existe, alors là, je vous crois, ça veut dire que Dieu existe. En somme, quoi, c'est ça. C'est vrai que c'est une bonne représentation. L'infini, ça couvre tout, ni début ni fin, voilà. Alors maintenant, ce que je dis donc, c'est que le modèle infini d'univers dont on parle, et que je reprochais donc à mon patron de laboratoire, je lui reprochais d'en parler, ben, ça n'a pas de rapport avec la réalité. Donc mathématiquement, ça existe, hein, l'infini, ça ne me dérange pas. Et effectivement, quand vous prenez le modèle de Friedman, donc dans le modèle de Friedman, il y a deux solutions. Une solution qui s'appelle les univers finis, qui sont donc finis, et qui sont les univers fermés. Et de l'autre côté, l'autre solution, ce sont des univers infinis, donc des univers dits ouverts. Ben, un bon physicien, il dit, bon, ben, les univers ouverts, moi, ça ne correspond pas à mon problème. Si vous avez une équation là, que vous résolvez pour calculer la longueur d'un segment, hein, que j'appelle L2, et que vous avez une équation en L2, et que vous trouvez L2 égale 14, on va dire, 16, pardon, 16 cm, eh ben, vous n'allez pas dire à votre professeur, L, il vaut plus ou moins 4. L, la longueur, elle vaut plus 4. Voilà. La solution négative, ben, une longueur, c'est pas négatif. Voilà. Alors, pour vous en convaincre, je ne sais pas, j'ai plusieurs façons. C'est l'histoire des puissances de 10, finalement. J'ai réussi à convaincre même un de mes copains et voisins. Il faut savoir que la physique, dans les exposants, quand vous les représentez de puissance de 10, ne manipule que des exposants à 2 chiffres, au plus. Enfin, à 3 chiffres au plus, si vous voulez, à 2 chiffres au plus. C'est toujours 2 chiffres. Un exemple, c'est que le nombre le plus grand que je puisse vous proposer en physique est le nombre d'atomes dans l'univers. Le nombre d'atomes dans l'univers, c'est E puissance 80, 10 puissance 80. Voilà. Bon, c'est inconcevable, c'est pareil, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne vous dis pas que c'est... Mais c'est fini. 80, c'est 80, une fois que vous passez donc aux exposants. Et voilà. Et donc, l'univers fait 10 puissance 17 secondes. Donc ça, c'est le temps le plus petit, c'est 10 puissance moins 43 secondes. Donc entre les deux, vous avez 10 puissance 60. Voilà quelle est l'échelle de temps de l'astrophysique, du monde réel. Ben, ce n'est pas infini. Donc il ne faut pas dire, donc l'infini, on peut oublier. Donc et voilà, et pourquoi c'est dangereux? Parce que, je vous dis, moi, maintenant, là, voilà, ce soir, je l'affirme, si on me dit que l'infini existe, Dieu existe. Bon, heureusement, c'est pas demain la veille, mais enfin bon. Donc voilà, je vous donne un dernier exemple qui est, ce deuxième point qui me tient à cœur, c'est que l'astrophysique est une science d'ordre de grandeur. Alors voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire. On en parlait tout à l'heure avec certains, c'est ce qu'on dit de l'univers, le modèle qu'on appelle le modèle de concordance de l'univers. Ça, c'est le modèle qui, en principe, est le modèle admis par les cosmologistes. Donc, ils vous disent que l'univers, c'est ça, maintenant, c'est ça. Donc, vous retrouvez les 80, l'énergie noire, vous voyez, 73%. Il y a énergie noire, dark energy density. La constante de Hubble, ça va à peu près, sauf que la précision est ridicule. Et c'est pareil pour l'âge de l'univers. Vous n'allez pas dire que l'âge de l'univers a 13,75. L'univers, il a à peu près, effectivement, 15 milliards d'années. Maintenant, s'il y a un article qui me montre que c'est plutôt 18 milliards d'années que 15, moi, ça ne me dérangera pas. Voilà, ça ne remet pas en cause l'ordre de grandeur. Ce sont des ordres de grandeur, il faut se rappeler ça. Et ça, par nature, si vous voulez, un truc comme ça, forcément, il est faux. Il ne peut pas correspondre à la réalité. Donc, c'est un modèle qu'il faut éliminer. Voilà. Donc, j'ai 3 exemples maintenant, justement, de prix Nobel discutables pour cette raison-là. Donc, il y a 2011, je l'ai déjà cité, donc l'accélération de la vitesse d'expansion de l'univers, c'est pareil, vous ne pouvez pas la mesurer. Mais 2015, ça recommence. Il y a une oscillation des neutrinos, mais cette oscillation des neutrinos, bon, d'une part, ils ne savent pas les expliquer, parce que les neutrinos, en principe, ça n'a pas de masse, enfin, dans la théorie, et d'autres théories, il n'y en a pas. Et d'autre part, je sais que cette oscillation des neutrinos, elle est basée sur des estimations des neutrinos solaires. Et les neutrinos solaires, c'est basé sur une estimation, enfin, sur un emploi d'un modèle du Soleil. Et le modèle du Soleil, j'ai dit tout le mal que j'en pensais tout à l'heure. Parce que votre Soleil, ce n'est pas le vrai Soleil. Donc ça veut dire que le vrai Soleil, on ne sait pas en fait
précisément combien de neutrinos il émet. Voilà, parce que c'est excessivement compliqué. C'est un chiffre, c'est un nombre, si vous voulez, qui est excessivement sensible à la température, parce que ceux qui savent ce que c'est qu'une exponentielle, c'est dans la queue de l'exponentielle, là, bien loin, et si vous changez de 1 degré la température du Soleil, crac, le débit de neutrinos va changer énormément. Voilà. Donc, dernière diapositive, écoutez, voilà. Ah, on en a fini, on pourra discuter. Pour résumer, peut-on modéliser le monde? Oui, mais je voudrais quand même inciter sur le fait que nous ne dominons pas le monde. Parce que ça, c'est le danger de dire « moi, je modélise le monde ». Et une idée qui me tient à cœur aussi, parce que je pense qu'elle est vraie, c'est la fausse idée de croire que nos lois sont les lois du monde. Mon premier ouvrage s'intitulait « La nature sans foi ni loi », qui disait voilà le fond de ma pensée. C'est-à-dire qu'on a du mal à penser ça. Nous, c'est vrai que les physiciens et les astrophysiciens, ils comprennent même pas la question que je pose. Je leur dis « attendez, c'est des lois de la physique ». Mais pour eux, ce sont les lois du monde. Et ça, c'est une idée excessivement dangereuse, je dirais, parce que si ce sont les lois du monde, donc ça veut dire que ce sont des lois préexistantes au monde. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est pareil, vous êtes obligé de faire appel à un esprit supérieur qui a créé ces lois. Donc voilà. Alors en général, je trouve que, enfin bon, mon expérience me montre que dans le grand public, on va dire, cette idée-là est bien acceptée. C'est-à-dire que les gens reconnaissent, au contraire, ils le disent même plus violemment, mais votre modèle, c'est vous qui le faites, c'est vous en tant qu'être humain. Et là, je suis complètement d'accord. On a bâti des modèles qui sont l'être humain. Alors pourquoi est-ce que ça marche? Ça, c'est une autre question, j'ai une réponse, si vous voulez, je vous la donne. Mais voilà, on a bâti des modèles de notre cerveau. Les lois de la physique, c'est nous qui les avons inventés. Je regrette, c'est nous qui les avons créés, on peut dire. Inventés au sens fort, quoi. Créés. Mais il ne faut pas croire que ce sont les lois du monde. Elles correspondent au monde, d'accord. Elles permettent d'établir un rapport entre le monde, mais la grande leçon, si vous voulez retenir mon maître mot, c'est rapport et non identité. Il y a un rapport, mais pas une identité entre les deux. Alors, l'argument excessivement simple aussi que j'emploie, c'est que vous pouvez écrire les équations du Big Bang, justement, du modèle de Friedman, ça c'est facile. Vous pouvez les gratouiller sur un papier, vous pouvez les crier du haut de, je sais pas moi, de la tour Eiffel ou de la tour ici de la tour de Bretagne, etc. Vous pouvez aller crier ces équations-là, vous ne créerez pas un monde. C'est-à-dire que ça, c'est un argument qui me paraît, comme je dis, simple mais pas simpliste. Un outil théorique ne peut pas vous permettre de créer la matière. Donc le propre du monde, c'est d'exister. Et pour moi, c'est une mauvaise idée, mais il n'a pas besoin d'autre chose pour exister. Bon, alors ça veut dire, ça là je suis en train de titiller l'idée que, effectivement, comme je dis, contrairement à la pensée à la mode, parce que la pensée à la mode, c'est que de toute façon, vous pouvez conserver l'idée de Dieu, que vous pouvez continuer à faire de la science, c'est un peu incompatible. Donc il ne faudrait pas que la science, ça c'est mon souhait, cautionne en quelque sorte, bon, elle ne le fait pas exprès, elle ne le veut pas, mais cautionne cette idée, si vous voulez, de Dieu et d'un esprit supérieur. Parce que bon, malheureusement, les événements nous apprennent que se prévaloir d'un Dieu, c'est un Dieu souvent qui impose des choses qui sont un peu inacceptables. Voilà. Donc, et ça, je regrette qu'effectivement, les scientifiques ne soient pas clairs sur cette idée-là. Voilà. En particulier, voilà, si je présente ça, quand vous avez l'astrophysicien, le bouddhiste, voilà, ça c'est pas très sain. Voilà. Je vous remercie de votre attention. En espérant que je ne vous ai pas trop choqué, mais enfin, on peut discuter là. Voilà. Merci. Bon.